Le paiement des primes de correction des examens du BPC et du bac session 2012 est effectif. Les enseignants ont déjà perçu leur dû. Le gouvernement a décaissé plus d'1,7 milliard de francs CFA pour régler les primes de correction de ces examens. À son arrivée à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a invité les Ivoiriens à se rendre massivement aux urnes le dimanche. Il a appelé les populations à un vote apaisé. Amaigris et fatigués, mais ils sont libres. Les 7 otages français enlevés le 19 février dernier au Cameroun ont annoncé les autorités camerounaises ce vendredi. Les otages se trouvent actuellement à l'ambassade de France à Yaoundé. Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Je suis ravie de vous retrouver sur RTI 1. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en mission en France, a reçu aujourd'hui Sarah Denis. Ils ont parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Le ministre d'État a ensuite reçu Bernard Valette, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale. On fait le point avec Francis Boifo. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. C'est ce à quoi répond cette rencontre entre l'émissaire de la Nouvelle-Zélande, Sarah Denis, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre en mission en France. Je voulais lui expliquer ma mission ici en Côte d'Ivoire. D'un part, c'est de promouvoir la candidature de la Nouvelle-Zélande pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale, Bernard Valette, les échanges ont porté sur l'amélioration de la santé animale dans le monde. Donc souligner le but de ma mission en Côte d'Ivoire, qui est de rappeler que la santé des animaux, c'était essentiel pour la pérennité de l'élevage, que la santé des animaux, c'était aussi essentiel pour la santé publique, puisque 60% des maladies des hommes sont originaires des animaux. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 9e édition de la conférence des ministres en charge de l'élevage. Je vous le disais dans les titres, le paiement des primes de correction des examens du BEPC et du bac session 2012 est effectif. Les enseignants concernés se sont rendus dans les différentes trésoreries d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour être payés. Plus d'1,7 milliard de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour régler les primes de correction des enseignants. On en parle avec Marie Longoran. Quelle matière? Anglais. Vous allez à la caisse 8. C'est effectif. Le paiement des primes de correction des examens du BEPC et du baccalauréat session 2012 a débuté. Les enseignants de l'enseignement technique et général ont pris d'assaut les différentes trésoreries pour percevoir leur dû. Je viens d'arriver. Je suis au guichet. Je vais voir s'il y a mon nom. Je suis venu prendre l'indemnité de correction du bac. Je suis content. L'opération se déroule sur toute l'étendue du territoire. Dans chaque trésorerie, une organisation est mise en place. Escale à la trésorerie générale d'Abidjan Sud. Pour la première journée d'hier, on peut dire qu'ils ont répondu massivement. Sur un effectif de 803 pour l'enseignement technique, nous avons pu payer 319, c'est-à-dire la moitié. Cap sur une autre trésorerie. Ici, les enseignants font le pied de grue pour accéder aux caisses. Je suis arrivé par exemple à 6 heures et déjà la liste des 200 personnes était bouclée. Hier, j'étais là. Je suis arrivé ici à 14 heures, elle m'a dit non que c'est déjà bouclé, de venir demain. Mais je me suis à 4 heures et je suis arrivé à 6 heures. Et déjà la liste de 200 personnes était bouclée. Donc vraiment, je souhaite que les gens travaillent jusqu'à 15 heures, 16 heures par là. Et nos tentatives pour entrer en contact avec les responsables sont restées sans succès. Rappelons que l'État a décaissé au total plus d'1,7 milliard pour le paiement des primes de correction des examens effectués au titre de l'année 2012. Les primes de supervision des épreuves physiques et sportives et du CEP, session 2012, ont déjà été payées. Et j'ajoute que les primes de correction, effectivement, de l'entrée en 6e ont déjà été payées en fin 2012.
Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, séjourne en ce moment même à Korogo. À son arrivée dans la région, Guillaume Soro a invité les Ivoiriens à se rendre massivement aux urnes le dimanche. Il a appelé les populations à un vote apaisé. Léon Bro. Aéroport de Korogo ce vendredi. Il est un peu plus de 11 heures quand l'avion transportant le président de l'Assemblée nationale atterrit. Guillaume Soro vient dans sa région natale pour prendre part en tant que citoyen ivoirien au scrutin couplé municipal et régional du 21 avril 2013. Des élections importantes pour la Côte d'Ivoire parce que fermant la marche vers une sortie définitive de crise. Toutes les institutions sont désormais en place. Au soir du 21 avril, on n'avait plus fait d'élections municipales depuis 2001. Et donc, évidemment, les choses étaient allées en déliquescence un peu. Donc, on reprend les choses à la normale et pour moi, c'est non seulement un symbole fort, mais en même temps, ça remet le pays sur le droit chemin. Le président de l'Assemblée nationale invite donc les Ivoiriens dans leur ensemble à accomplir l'acte citoyen du vote ce dimanche. Il faut qu'on aille voter le 21. Ne dites pas que je suis seul et que les jeux sont faits. Il faut que chacun se déplace pour aller aux urnes, mettre le bulletin dans l'urne pour son candidat, pour que son candidat gagne. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagnera. À Korogo comme à Perkesedougou, Guillaume Soro a apporté son soutien aux candidats engagés dans les élections couplées pour le compte de son parti politique, le RDR. Et dans le centre du pays, à Boaké, les candidats des régions du Béké et du Hombol s'engagent à faire en sorte que tout se passe bien, les élections se passent sans violence. Ils ont signé un code de bonne conduite au cours d'une cérémonie organisée par la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Le reportage de Ouattara Djeneba, commenté par Kwadio Kwame. En vue de permettre aux futurs élus de respecter leurs engagements, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, PSCPD, a initié une cérémonie d'engagement et de signature d'un mémorandum. C'est un contrat sociopolitique avec les candidats aux élections municipales de Bouaké et régionales de la région de Béké. Le mémorandum qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen, gage de la bonne gouvernance et de la démocratie, a pour objectif de faire des propositions pour rendre effective la participation des populations à la bonne gouvernance. Nous avons constaté dans le passé que la collectivité locale et puis le département est géré par nos élus à des fins personnelles. Aujourd'hui, il n'est pas question de gérer la population sans que cette population ne soit informée de la gestion quotidienne de la collectivité ou du département. Après lecture du mémorandum et du code de bonne conduite, les candidats et représentants de candidats se sont engagés à signer ces documents. Cependant, le représentant du candidat du RDR pour les municipales a préféré parapher seulement le document du code de bonne conduite car il juge que son candidat a déjà un programme bien élaboré. La cérémonie a été l'occasion pour le sous-préfet Guyan Delorgne, représentant le préfet de région de Béké, de saluer et remercier les initiateurs ainsi que les signataires des 10 documents. Aussi a-t-il prodigué de sages conseils aux candidats et à l'assistance, les appelant surtout à plus de responsabilités. Restons à Boaké pour parler de l'action de cette ONG en faveur du bon déroulement des élections dans la région. Search for Common Ground forme les leaders d'opinion sur la contribution des populations à des élections apaisées. Ces leaders d'opinion devront sensibiliser à leur tour les électeurs à un scrutin sans violence, suivant le reportage de Soroko Corona dans un commentaire de Diarasuba Larsen. Des élections sans heurts ni violence pour éviter les événements malheureux et tragiques de la crise post-électorale de 2010. Telle est la vision de l'ONG Search for Common Ground en initiant un forum public. Ce forum a vu la participation des chefs de communauté, des responsables de la société civile, des ONG et des présidents de jeunesse et de femmes. Ceux-ci avaient pour mission de faire des propositions concrètes pour éviter tout affrontement lié aux campagnes et aux élections. Chacune des structures fasse la sensibilisation pour expliquer aux gens que ça ne sert à rien d'aller à la violence. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu comme problème, et on ne voudrait plus revenir là-dessus. Le conseil que nous donnons à nos frères, c'est d'éviter les provocations. Le jour de vote même, il faut éviter que les petits groupes viennent se poster aux environs
des lieux de vote pour essayer de donner des directives. Au cours de ces assises, le processus électoral a été largement expliqué aux participants. Des échanges ont permis à ces leaders de partager leurs expériences. Search for Common Ground est une organisation internationale qui a pour mission de transformer les conflits de manière positive en écartant l'approche de confrontation et en privilégiant la recherche de solutions basées sur la collaboration. À Boaké, toujours, vous allez le voir, les campagnes pour ces élections ont pris un accent particulier avec les conducteurs de moto. Eh bien, tout en battant campagne pour les candidats en moyennant leur service, ces conducteurs d'engins à 2 roues sont cherchés surtout à convaincre les futurs maires de maintenir leurs activités. On en parle avec Soro Corona et Charles Tatou. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Autrefois décriés à tort ou à raison pour leur mauvaise conduite et autres comportements, les taxis-motos comptent pour cette période électorale à Boaké. Ils sont convoités par les différents états-majors pour des campagnes des élections municipales et régionales. Les conducteurs de ces motos n'ont qu'un seul souhait. Les candidats règlent le problème de la route et puis ils nous laissent circuler librement. Chaque candidat promet apporter un mieux-être à ces jeunes et surtout organiser le secteur afin de le rendre plus viable. Il constitue les têtes et les queues des cortèges, ponctués par des parades spectaculaires à travers la ville. Les promesses des candidats ne sont pas les seules motivations de la participation des propriétaires des engins à 2 roues à cette campagne. On nous donne carburant, après souvent on peut nous donner 5 000 ou 4 000, ça dépend de la journée aussi. C'est notre choix quoi. Sinon on peut faire notre travail sans faire campagne, on va gagner nos jetons. En tout cas, chacun va à ses campagnes électorales pour ses propres intérêts. Pour les mototaxis, ces consultations électorales constituent un moyen pour se faire des bénéfices. Tout autre sujet, près de 125 000 emplois seront pourvus par un projet de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Il s'agit du projet national de vivriers et de maraîchers lancé par cette agence en partenariat avec l'ONG Jeunes au Travail. Ce projet vient en réponse aux problèmes de chômage et de sous-emploi des jeunes des zones rurales. La méthode hydroponique ou technique de planting hors sol en passe de se développer en Côte d'Ivoire. Le projet national de vivriers et de maraîchers entend la vulgariser et en faire le socle de promotion de l'agriculture. L'ambition qui devrait aussi générer des emplois est cautionnée par des entreprises. Le secteur agricole est un secteur qui est véritablement porteur. C'est un secteur dans lequel les jeunes peuvent véritablement trouver la perspective en termes de création d'activités. Et il faut alors trouver un cadre, un environnement qui les y encourage de manière à ce qu'ils puissent s'installer et trouver la perspective. Nous avons choisi un créneau que nous trouvons porteur, qui est le hors-sol pour son fort taux de rentabilité. Notre apport, c'est l'encadrement, la sélection et puis la surveillance de tous ces partenaires qui nous accompagnent. Faire en sorte que ce projet-là aboutisse. La sélection des bénéficiaires se fera au travers des divisions régionales de la GEP selon des critères à définir. Le projet s'étend sur 5 ans et concerne une exploitation de 124 000 hectares avec une prévision de création de plus de 125 000 emplois. Il sera installé progressivement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle de création d'emplois dans le domaine du vivrier, intéressons-nous aux femmes de ce secteur qui ont été aidées par une ONG afin d'acquérir des véhicules pour le transport des produits vivriers. Aimé Kouadio. L'activité des femmes exerçant dans le secteur informel représente un taux important dans l'économie ivoirienne. Et pourtant, elles éprouvent des difficultés à s'approvisionner et à écouler leurs marchandises, faute de moyens financiers pour s'acheter un véhicule. À cela s'ajoute le coût élevé des camions de transport de location. Résultat, la hausse du prix des denrées alimentaires et autres produits sur le marché. On a cette difficulté parce qu'on n'a pas de véhicules, on n'a pas de moyens pour payer des véhicules, donc c'est les waro, les taxis, ça nous coûte cher. Des difficultés qui trouveront un début de solution avec cette signature de partenariat. Échange de documents entre l'Association internationale pour la lutte contre le dessert de Burili et d'appui au développement et un concessionnaire. Ce partenaire qui vend des véhicules nous a demandé de signer un partenariat pour qu'il puisse nous aider
et nous octroyer des camions pour pouvoir aider les femmes à écouler leurs produits. Environ 2 millions de femmes exerçant dans le secteur informel sont concernées par cette opération. Souvent, on nous demande, on nous invite à aller coiffer des mariés à domicile ou soit à l'intérieur du pays avec nos apprentis. C'est compliqué. Si on a eu cette occasion pour avoir une voiture à notre disposition, vraiment c'est une joie. Pour le paiement des véhicules qui seront mis à la disposition des femmes, l'association compte sur les bailleurs de fonds et les organismes financiers internationaux. Search for Common Ground met en œuvre un projet dans le but de renforcer les capacités de communication et de transparence des populations en matière de gouvernance, un atelier de restitution des missions de sensibilisation des organisations de la société civile sur les réformes prioritaires s'est tenu ce vendredi. Hamza Diaby. Search for Common Ground, la Banque mondiale et les acteurs de la société civile ivoirienne ensemble pour instruire les populations des localités les plus reculées du pays sur les réformes en cours en matière de gouvernance. Ces projets rassemblent 3 composantes, notamment les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les médias. Et nous essayons de faciliter l'interaction entre les 3 composantes pour justement faciliter la communication de toutes ces réformes qui sont entreprises en faveur de la population. Il existe un déficit de communication à l'endroit des populations sur les réformes institutionnelles, d'où la nécessité d'impliquer la société civile dans le processus. Les populations ne sont pas impliquées dans les réformes entreprises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire que les réformes initiées par le gouvernement sont certes analysées au plus haut niveau, mais nos populations ont besoin effectivement d'être informées. Nous avons parlé de la réforme relative au secteur minier, oui, et aussi celle relative au foncier rural, parce que c'est une question vraiment qui préoccupe beaucoup les populations pour les conflits fonciers que les populations rencontrent quotidiennement dans la zone de l'Ouest. Cependant, la mission ne s'est pas faite sans difficulté. Il faut reconnaître que nos routes sont un peu dégradées et de 2, les élections des campagnes, donc ça aussi ça nous a un peu perturbés. La sensibilisation a eu lieu du 3 au 10 avril dernier et elle a concerné les populations des axes Abidjan-Diokwe, Abidjan-Bondoukou et Abidjan-Korogo. La commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR a procédé à l'installation des plateformes des organisations de la société civile d'Abobo et de Yopougon. Objectif de ces plateformes, convaincre les habitants de ces communes à s'accepter mutuellement. On en parle avec Aimé Kouadio. Commune d'Abobo. Le passage de la crise post-électorale a laissé des séquelles dans les cœurs d'une frange de la population. Pour panser les plaies et désarmer les cœurs, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR propose une thérapie. La plateforme des organisations de la société civile. Son rôle est d'aider les habitants à s'ouvrir à la manifestation de la vérité pour une réconciliation vraie. La société civile est partie prenante. C'est ce segment de la société qui va pouvoir toucher les populations, penser les plaies, les écouter. Mais vous savez que c'est un processus. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Dans un premier temps, nous allons faire la sensibilisation. Nous allons faire des porte-à-porte. Nous allons rencontrer les différentes personnes qui ont été touchées. Nous allons chercher aussi des témoins qui étaient là pendant la crise. Et puis après, on va essayer de mettre nos stratégies pour travailler avec cette population. Les habitants saluent l'initiative. Ils comptent sur les membres de la plateforme pour retrouver la cohésion sociale. La plateforme en elle-même, moi je souhaiterais que franchement, qu'elle nous apporte ce à quoi nous nous attendons véritablement, que les fils et les filles de ce pays-là se parlent concrètement à quoi ils ouvrent pour qu'à partir de cet instant-là, franchement, que nous ayons la paix. Après Abobo, cap sur Yopougon, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR installe d'autres organisations de la société civile. Dans le reste de l'actualité, au Mali, la réconciliation du pays a été amorcée récemment par la création d'une commission. Les ressortissants du Nord demandent une meilleure représentation. Regardez. Le collectif des ressortissants du nord du Mali s'est réuni ce jeudi à Bamako. À l'ordre du jour, l'organisation du forum sur la gestion de la crise au nord du pays, prévu fin avril. Mais ce qui agite le collectif, c'est l'annonce récente de la composition de la commission Dialogue et Réconciliation. La commission Dialogue Réconciliation
dans sa composition actuelle, dans sa configuration actuelle, n'est pas représentative de toutes les composantes des régions nord du Mali. Pour nous, la Commission met en avant une stratégie de dialogue entre l'État et les bourreaux d'hier. Les ressortissants du Nord Mali redoutent que la justice ne soit sacrifiée au profit de la réconciliation et du dialogue. Chaque fois qu'une communauté est absente, tout ce qui doit se fait au détriment de cette communauté-là. Nos doléances, nos préoccupations ne seront jamais prises en compte. Parallèlement au processus de réconciliation, la reconquête du Nord Mali se poursuit. Jeudi, 15 officiers de police et autant de pompiers maliens sont arrivés à Gao. Ce sont les premiers officiers à revenir dans la ville et leur priorité, c'est d'être prudents. Un peu plus au nord, à Kidal, la présence des rebelles Touaregs empêche toujours le retour de la police malienne. Au Cameroun, ils sont enfin libres. Les 7 otages français enlevés le 19 février dernier dans le nord du pays par la secte islamique Boko Haram. Les autorités camerounaises ont annoncé ce vendredi la libération de la famille Moulin-Fournier. L'Élysée a ensuite confirmé cette libération. Les désormais ex-otages sont arrivés ce vendredi à l'ambassade de France à Yaoundé, amaigris et fatigués, mais tout de même libres. Un sourire et beaucoup d'émotions. À leur descente d'avion, les ex-otages français semblent encore ne pas y croire. Après 2 mois de détention au Nigeria, les 7 membres de la famille Moulin-Fournier sont enfin libres. L'ambassadeur de France à Yaoundé les accueille en personne sur le tarmac. Visiblement en bonne santé mais amaigris, les ex-otages sont escortés par les militaires camerounais jusqu'à l'ambassade de France, soulagés et heureux de retrouver leurs proches. On est tellement heureux d'être de retour au Cameroun, de pouvoir retrouver tous nos amis camerounais, tous nos frères camerounais. Et c'est presque les larmes quand je vous le dis. C'est vraiment, je suis trop content. On est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Et je remercie vraiment son Excellence le Président Paul Biya pour avoir vraiment donné tout son appui. Soulagement également à l'Élysée. François Hollande, qui recevait le Premier ministre éthiopien, a lui aussi remercié le Cameroun et le Nigeria. Mais il a laissé filtrer très peu d'informations sur les circonstances de la libération des otages et nié tout paiement de rançon. Vous connaissez la position de la France. Nous recherchons tous les contacts. Nous utilisons les intermédiaires qui peuvent être les plus utiles. Nous ne changeons pas notre principe qui est le non-versement par la France de rançon. C'est lors d'une excursion dans ce parc national du Nord Cameroun que la famille Moulin-Fournier avait été enlevée il y a 2 mois, jour pour jour. Les 3 adultes et 4 enfants âgés de 5 à 12 ans étaient détenus ensemble au Nigeria voisin. Leurs ravisseurs, qui se réclamaient de la secte islamiste Boko Haram, réclamaient la libération de leurs prisonniers. Les ex-otages français sont attendus samedi matin à Paris. Aux États-Unis, la traque du 2e suspect de l'attentat de Boston se poursuit. C'est une véritable chasse à l'homme qui est en cours ce vendredi dans la ville de Watertown, près de Boston. Le complice et frère de ce jeune homme a été tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui par la police. La population a reçu l'ordre de rester chez elle. Regardez. Des coups de feu violents, nourris, sur le campus de la prestigieuse université du Massachusetts Institute of Technology, les 2 hommes suspectés du double attentat du marathon de Boston, 2 frères d'origine tchétchène selon les médias américains, sont pris en chasse par la police. Peu avant, vers 22h30, un vol de voiture a eu lieu à Cambridge, près du campus. Un policier du MIT s'est fait tirer dessus, puis il est décédé des suites de ses blessures. Au cours de la fusillade, un autre policier est blessé. Après plusieurs heures de traque, le suspect numéro 1 de 26 ans est lui aussi touché avant de mourir à l'hôpital. Sur ces images diffusées par le FBI, c'est lui qui portait des lunettes et une casquette noire. Le deuxième à la casquette blanche, âgé de 19 ans, est toujours activement recherché. Nous pensons que c'est un terroriste qui est venu ici pour tuer des gens. Nous devons l'arrêter. Et pour arrêter le fugitif, plus de 9000 policiers lourdement armés ont été déployés à Watertown.
Une ville désormais en état de siège où aucun véhicule n'est autorisé à circuler. Une vaste chasse à l'homme est en cours, beaucoup de forces sont engagées. Nous demandons aux gens de rester chez eux, les portes fermées, et de n'ouvrir à personne d'autre que la police. Autour de Waterton, toutes les écoles publiques ont été fermées, les transports en commun également mis à l'arrêt pour empêcher la fuite de l'homme actuellement le plus recherché du Massachusetts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. À demain.